Un garçon de 7 ans était sur le point de faire pleurer un milliardaire, mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Monsieur Lorenzo Mendoza ne dormait pas du tout. Ses yeux étaient fermés, sa respiration lente et régulière, et son corps maigre et vieillissant s'était profondément enfoncé dans le velours rouge foncé de son fauteuil préféré. Quiconque le regardait aurait cru qu'il s'agissait simplement d'un vieil homme faible et inoffensif, s'assoupissant pour une sieste tranquille. Mais derrière ses paupières closes, Lorenzo était parfaitement éveillé. Son esprit était affûté comme une lame, calculant chaque détail, attendant patiemment. C'était un petit jeu tordu que Lorenzo aimait jouer assez souvent. Il traquait les voleurs, et aujourd'hui il avait tendu le piège parfait. Lorenzo avait 75 ans et figurait parmi les hommes les plus riches de la ville. Son empire comprenait des hôtels de luxe, de grandes compagnies maritimes et plusieurs entreprises technologiques. Il possédait absolument tout ce qu'une personne pouvait désirer, sauf une chose essentielle, la confiance. Avec les années, Lorenzo était devenu un homme amer. Ses propres enfants ne lui rendaient presque jamais visite, et lorsqu'ils le faisaient, leur conversation tournait toujours autour d'un seul sujet, son héritage. Ses associés lui adressaient de grands sourires, mais dès qu'il détournait les yeux, ils affûtaient déjà leur couteau. Même les personnes qui avaient travaillé pour lui auparavant avaient volé chez lui. De l'argenterie précieuse, de l'argent directement dans son portefeuille, des bouteilles de vin anciens rares. Un par un, ils l'avaient tous trahi. Lorenzo en était arrivé à une conclusion ferme et douloureuse. Chaque être humain sur cette terre était guidé par une seule chose, la cupidité. Il était convaincu que si l'on donnait à quelqu'un la possibilité de prendre quelque chose sans en subir les conséquences, il le ferait sans hésiter, sans exception. Ce jour-là, il comptait mettre cette croyance à l'épreuve une fois de plus. Derrière les lourdes portes en chêne de sa bibliothèque privée, une violente tempête faisait rage. Les gouttes de pluie frappaient les vitres comme de minuscules balles. À l'intérieur de la pièce, la cheminée crépitait d'une chaleur réconfortante. Lorenzo avait tout organisé avec une précision méticuleuse. Sur la petite table en acajou, juste à côté de sa main reposante, il avait délibérément placé une grosse enveloppe. L'enveloppe était laissée ouverte exprès. À l'intérieur se trouvait une pile bien rangée de billets de $100, 5 000 $ en tout. Pour un milliardaire, c'était de la menue monnaie. Mais pour quelqu'un qui vivait dans la pauvreté, c'était une somme qui pouvait changer une vie. Les billets dépassaient bien en vue. Toute la mise en scène était conçue pour donner l'impression qu'un vieil homme confus l'avait oublié là par erreur. Lorenzo ne bougea pas et attendit patiemment. Le piège était tendu. Il ne manquait plus que sa proie. Puis il l'entendit. Le bruit de la poignée de porte contournait. Une jeune femme du nom de Rosa entra dans la pièce. Rosa était la dernière arrivée parmi le personnel de la maison. Elle travaillait au manoir Mendoza depuis environ 3 semaines seulement. Elle semblait jeune, probablement dans la fin de la vingtaine, mais l'épuisement se lisait sur son visage. Les cernes profonds sous ses yeux trahissaient une vie de nuit blanche et d'angoisse constante. Rosa était veuve. Lorenzo avait découvert tout cela lors de son enquête de routine. Son mari était mort dans un terrible accident d'usine près de 2 ans plus tôt. Il ne lui avait laissé que des dettes et un jeune fils nommé Matteo, âgé de 7 ans. Ce jour-là était un samedi, et Rosa accomplissait habituellement ses tâches seule. Mais en raison de la tempête, les écoles locales avaient été contraintes de fermer pour des réparations urgentes. Rosa n'avait tout simplement pas les moyens d'engager une baby-sitter. Elle avait supplié la gouvernante, Madame Delgado, de la laisser emmener son petit garçon avec elle, en promettant qu'il resterait silencieux comme une souris. Madame Delgado avait accepté à contre-cœur, mais elle avait été très claire. Si Monsieur Mendoza découvrait la présence de l'enfant, la mère et le fils seraient immédiatement renvoyés, sans aucun endroit où aller. Lorenzo perçut les pas discrets de la femme de ménage entrant dans la pièce, et juste derrière, des pas encore plus légers, plus petits. Un enfant. « Reste ici, Matteo » murmura doucement Rosa. Sa voix tremblait de nervosité. « Va t'asseoir dans ce coin, sur le tapis.
Tu ne dois pas bouger d'un centimètre. Ne touche à rien, ne fais pas le moindre bruit. Monsieur Mendoza se repose dans ce fauteuil. Si tu le déranges et qu'il se réveille, maman va perdre son travail. Et ce soir, nous n'aurons nulle part où dormir. Tu comprends? Oui, maman, répondit une petite voix douce et timide. Lorenzo ressentit une soudaine curiosité. La voix du garçon ne portait aucune trace de malice. Elle exprimait autre chose, de la peur. « Je dois aller faire briller l'argenterie dans la salle à manger », murmura Rosa avec anxiété. « Je reviens dans 10 minutes. S'il te plaît, Matteo, je t'en supplie, sois sage. »« Je te le promets, maman », répondit le petit garçon. Lorenzo entendit le déclic doux de la porte qui se refermait. Rosa était partie. Il ne restait plus que 2 personnes dans cette vaste pièce, le milliardaire et le petit garçon, le chasseur et sa proie. Pendant ce qui sembla une éternité, un silence total remplit l'espace. Les seuls sons venaient du crépitement doux du feu et du tic-tac régulier de l'horloge grand-père dans le coin. Tic-tac, tic-tac. Lorenzo gardait une respiration lente et régulière, mais chaque fibre de son corps était tendue à l'écoute. Il s'attendait pleinement à ce que le garçon commence à bouger. Il anticipait le bruit d'un vase qui se brise ou de petits pas qui trottinent pendant que l'enfant curieux explore la pièce. Les enfants étaient naturellement attirés par tout ce qui était nouveau. Et les enfants pauvres, Lorenzo en était convaincu, étaient encore plus attirés par ce qu'ils ne pouvaient pas s'offrir. Mais Matteo ne bougea pas. 5 minutes passèrent lentement. Le cou de Lorenzo lui faisait mal à force de garder la même position, mais il refusa de rompre son rôle. Il attendit. Puis enfin, il entendit quelque chose. Un léger froissement de tissu. L'enfant se levait. « Ça y est », pensa Lorenzo. Le petit voleur passe à l'action. Il écouta les petits pas qui s'approchèrent de son fauteuil. Les pas étaient lents et hésitants. L'enfant se rapprochait. Lorenzo savait exactement ce qui attirait son attention. L'enveloppe. 5 000 $ posés là, à portée de main. Même un enfant de 7 ans reconnaîtrait de l'argent. Il comprendrait que cet argent pouvait acheter des jouets, des bonbons, de la nourriture. Lorenzo se fit un film dans sa tête. L'enfant allait tendre la main, attraper l'argent et le glisser dans sa poche. Puis Lorenzo ouvrirait brusquement les yeux, le prendrait la main dans le sac et renverrait la mère sur le champ. Une leçon de plus, ne faire confiance à personne. Les pas s'arrêtèrent. L'enfant se tenait juste à côté de lui. Lorenzo pouvait presque sentir le souffle du garçon. Il attendit le froissement du papier. Il attendit la saisie. Mais elle ne vint jamais. Ce qui arriva ensuite changea tout. Lorenzo sentit une toute petite main froide lui toucher doucement le bras. Le contact était léger et délicat, à peine le poids d'une plume. Il se force à ne pas sursauter. « Mais qu'est-ce que cet enfant est en train de faire ?» se demanda-t-il. « Vérifie-t-il si je suis mort ?» Le garçon retira sa main. Puis Lorenzo entendit un profond soupir s'échapper de l'enfant à ses côtés. « Monsieur Mendoza !» chuchota le garçon, dans une voix si basse qu'elle se perdait presque dans le bruit de la pluie. Lorenzo ne répondit pas. Il laissa échapper un faux ronflement discret. Puis, il entendit un bruit qui le dérouta complètement. Ce n'était pas le son de billets qu'on emporte. C'était celui d'une fermeture éclair. L'enfant enlevait sa veste. « Mais qu'est-ce que ce gosse est en train de faire ?» pensa Lorenzo. « Il s'installe? Il va faire une sieste ?» Puis Lorenzo sentit quelque chose de chaud se poser sur ses jambes. C'était la veste du garçon. Un coupe-vent bon marché, fin, encore humide de la pluie. Mais l'enfant l'étendait soigneusement sur les genoux de Lorenzo comme une couverture. La bibliothèque était fraîche, malgré le feu. Lorenzo ne s'en était pas rendu compte, mais ses mains étaient devenues froides. Matteo lissa sa petite veste sur les jambes du vieil homme. Puis, il murmura à nouveau. « Vous êtes froid. Ma maman dit toujours que les gens malades ne doivent jamais avoir froid. » Le cœur de Lorenzo manqua un battement. Ce n'était pas prévu. Le garçon ne regardait pas l'argent. Il le regardait, lui. Puis Lorenzo entendit un bruit sur la table. « Ah !» pensa-t-il. « Maintenant qu'il m'a amadoué avec sa gentillesse, il va enfin prendre l'argent. » Mais l'argent ne bougea pas. Au lieu de cela, Lorenzo entendit le glissement doux du papier sur le bois.
L'enveloppe était déplacée, repositionnée, mais elle n'était pas emportée. Lorenzo décida de prendre un petit risque. Il entr'ouvrit l'œil gauche, juste un minuscule millimètre, une fente étroite dissimulée sous ses longs cils. Ce qu'il vit à cet instant le bouleversa jusqu'au plus profond de son être. Le garçon, Matteo, se tenait juste à côté de la table. C'était un petit enfant maigre, avec des cheveux en bataille et des vêtements qui avaient visiblement appartenu à d'autres avant lui. Le bout de ses chaussures était si usé qu'elles étaient presque en morceaux. Cet enfant n'avait rien, absolument rien. Mais l'expression sur le visage du garçon ne montrait rien d'autre qu'une concentration sérieuse et intense sur ce qu'il faisait. Matteo avait remarqué que l'enveloppe pleine d'argent pendait dangereusement au bord de la table. Elle semblait sur le point de glisser et de tomber au sol d'un moment à l'autre. Alors, que fit ce garçon de 7 ans, pauvre et affamé? Il repoussa l'enveloppe vers le centre de la table. Il la plaça en sécurité près de la lampe pour éviter qu'elle ne tombe. Il protégeait l'argent de l'homme riche. Puis quelque chose d'autre attira l'attention du garçon sur le sol. Près du pied de Lorenzo se trouvait un petit carnet à couverture en cuir. Il était tombé plus tôt, quand Lorenzo s'était installé dans son fauteuil. Matteo se pencha avec précaution et ramassa doucement le carnet. Il utilisa sa manche pour en essuyer délicatement la poussière. Puis, il le déposa avec soin sur la table, juste à côté de l'endroit où reposait l'argent. « Tout est en sécurité maintenant », murmura Matteo pour lui-même. Ces 3 mots frappèrent Lorenzo en plein cœur. « Tout est en sécurité maintenant ». Cet enfant n'essayait pas de prendre quoi que ce soit, il essayait de tout protéger. Le garçon se retourna ensuite et retourna dans le coin qui lui avait été assigné, sur le tapis. Il s'assit, ramena ses genoux contre sa poitrine et entoura ses jambes de ses bras maigres pour se réchauffer. Son petit corps tremblait légèrement de froid. Il avait donné sa seule veste au milliardaire assis dans le fauteuil, et maintenant c'était lui qui grelottait. Un garçon qui n'avait rien avait offert la seule chose qui le protégeait du froid à un inconnu qui possédait tout. Lorenzo resta allongé là, immobile, l'esprit complètement vidé. Pour la première fois en plus de 20 ans, Lorenzo Mendoza ne savait plus quoi penser ni quoi ressentir. Il avait soigneusement tendu un piège pour attraper un voleur cupide. Mais à la place, il avait attrapé tout autre chose. Il avait attrapé une colombe innocente, au cœur pur. Le mur épais de cynisme qui s'était formé autour de son cœur au fil des années se fissura soudain. Et à travers cette fissure, quelque chose que Lorenzo n'avait pas ressenti depuis des décennies commença à s'infiltrer. Le doute. « Pourquoi n'a-t-il rien pris ?» cria Lorenzo en lui-même. « Ils n'ont rien. Je sais pertinemment qu'ils sont pauvres et en difficulté. Sa propre mère porte des chaussures avec des trous dans les semelles. 5 000 $ étaient posés là, juste devant lui. Personne ne regardait. Pourquoi, bon sang, n'a-t-il pas saisi cette chance ? Lorenzo n'avait aucune réponse. Pour la première fois de sa vie, sa théorie sur l'humanité venait d'échouer. Mais avant qu'il ne puisse commencer à digérer ce qui venait de se passer, la lourde porte de la bibliothèque grinça bruyamment en s'ouvrant de nouveau. Rosa entra précipitamment dans la pièce. Elle haletait, complètement essoufflée, et son visage était devenu livide de terreur. Elle avait clairement couru depuis la salle à manger jusqu'à la bibliothèque. Quelque chose l'avait fait paniquer. Quelque chose l'avait poussée à fuir. Ses yeux se dirigèrent immédiatement vers le coin où elle vit Matteo, assis sur le tapis, le corps tremblant, sans sa veste pour le réchauffer. Puis son regard se posa sur le fauteuil où se trouvait le vieil homme. Elle vit la veste sale et bon marché de son fils posée sans soin sur le pantalon de costume du milliardaire. Elle remarqua l'enveloppe pleine d'argent toujours posée sur la table. Ses 2 mains montèrent d'un coup pour couvrir sa bouche, figée d'horreur et de choc. Son esprit sauta aussitôt à la pire conclusion possible. Elle était persuadée que Matteo avait dérangé le maître de maison et causé des ennuis. Elle croyait que son fils avait tenté de voler quelque chose, puis essayé de cacher son acte d'une manière ou d'une autre. Elle ignorait que son fils venait de faire quelque chose de magnifique. Elle ne voyait qu'un désastre. « Matteo » siffla-t-elle d'une voix tranchante, pleine de panique.
Elle se précipita vers lui, le saisit fermement par le bras et le releva brutalement. « Qu'est-ce que tu as fait ici? Pourquoi ta veste est-elle posée sur lui? Tu l'as touché? Tu as touché à cet argent ?» Matteo leva les yeux vers sa mère, ses yeux s'élargissant de confusion et d'inquiétude. « Non, maman, il avait froid. Je voulais juste l'aider à rester au chaud. Et les papiers allaient tomber, alors je les ai repoussés pour les garder en sécurité. » Le garçon ne comprenait pas pourquoi sa mère était fâchée. Il avait fait exactement ce qu'elle lui avait toujours appris à faire. Il avait aidé quelqu'un dans le besoin. « Mon Dieu !» gémit Rosa, les larmes commençant à lui monter aux yeux. « Il va se réveiller d'une seconde à l'autre. Il va nous jeter dehors tous les deux. Nous sommes complètement perdus, Matteo. Je t'avais pourtant dit de ne pas bouger de cet endroit. » Rosa commença à retirer la veste des jambes de Lorenzo avec frénésie. Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit faire tomber la lampe au sol. « Je suis désolée, tellement désolée !» répétait-elle à l'homme qu'elle croyait encore profondément endormi. Elle murmurait ces mots, même si elle était convaincue qu'il ne pouvait rien entendre. « S'il vous plaît, ne vous réveillez pas, continuez à dormir, je vous en supplie. » Lorenzo sentit qu'on lui arrachait la veste de sur les jambes. Il percevait la peur écrasante de la mère, qui l'envahissait comme une chaleur intense. Et puis la vérité le frappa, une prise de conscience plus tranchante que n'importe quelle lame. Elle n'avait pas peur d'un monstre imaginaire caché dans l'ombre. Elle avait peur de lui précisément. Elle était terrorisée par cet homme qui possédait plus de richesses que la plupart des gens n'en rêveraient jamais, et qui avait pourtant réussi à instiller une telle terreur dans son personnel que le simple geste de gentillesse d'un enfant innocent était perçu comme un crime grave. Un enfant couvre un vieil homme transi de froid et sa mère panique. Un enfant protège de l'argent prêt à tomber et sa mère redoute une punition. Quel genre de monde Lorenzo avait-il créé entre ces murs? À cet instant précis, Lorenzo comprit quelque chose de douloureux à son sujet. Il était devenu le monstre que tout le monde redoutait. Il était devenu le méchant de sa propre histoire. Il décida qu'il était temps de faire semblant de se réveiller. Lorenzo laissa échapper un grognement fort et exagéré depuis le fond de la gorge, et fit mine de changer de position dans le fauteuil. Rosa se figea aussitôt sur place. Elle serra Matteo contre sa poitrine et commença à reculer lentement vers la porte. L'expression sur son visage ressemblait à celle d'un chevreuil apeuré, pris dans les phares d'un énorme camion, lancé à toute vitesse. Lorenzo ouvrit les yeux. Il cligna plusieurs fois des paupières, comme s'il s'habituait à la lumière de la pièce. Il dirigea d'abord son regard vers le plafond, puis le baissa lentement jusqu'à croiser celui de la femme terrifiée et du petit garçon figé près de la porte. Il afficha l'expression la plus renfrognée qu'il pouvait. Il fronça les sourcils si fort qu'il semblait presque se toucher. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» grogna Lorenzo d'une voix rude et grave, comme du gravier frotté contre la pierre. « Est-ce trop demander de pouvoir profiter d'un peu de repos tranquille chez soi ?»« Je suis vraiment désolé, monsieur Mendoza, » balbutia Rosa en baissant la tête, soumise. « J'étais en train de nettoyer la maison, c'est tout. Ce jeune garçon, c'est mon fils. Je n'avais pas d'autre solution. Les écoles étaient toutes fermées aujourd'hui à cause de la tempête. Nous allons partir immédiatement. Je vous en supplie, monsieur, ne me renvoyez pas. Je vais l'emmener dehors tout de suite pour qu'il ne vous dérange plus. Il ne vous embêtera plus jamais, je vous le promets. Je vous en supplie, monsieur, j'ai désespérément besoin de garder ce travail. » Lorenzo fixa les deux silhouettes debout devant lui. Ses yeux glissèrent vers l'enveloppe remplie d'argent posée sur la table. Elle était exactement à la même place où Matteo l'avait repoussée pour la mettre à l'abri. Il reporta son attention sur le petit garçon, qui tremblait désormais de tout son corps. Ce n'était plus le froid qui le faisait frissonner, mais la peur d'un vieil homme en colère assis en face de lui. Lorenzo se redressa dans son fauteuil. Il tendit le bras et attrapa l'enveloppe épaisse remplie de billets. Il se mit à la taper doucement, de manière rythmée, contre la paume de son autre main. Rosa ferma les yeux avec force, persuadée qu'il allait les pointer du doigt et les accuser d'avoir tenté de voler son argent. « Toi !» lança Lorenzo d'une voix puissante qui emplit toute la pièce.
Matteo jeta un regard prudent depuis sa cachette derrière la jambe de sa mère. « Oui, monsieur, » répondit-il à voix basse. « Approche-toi » ordonna Lorenzo d'un ton ferme. Rosa resserra sa prise sur l'épaule de Matteo, le ramenant contre elle. « Monsieur, il ne voulait vraiment pas causer de problème. »« Je t'ai dit de venir ici, » répéta Lorenzo, en haussant la voix encore plus fort qu'avant. Matteo se dégagea doucement de l'étreinte protectrice de sa mère. Il marcha lentement, à pas hésitants, vers le fauteuil où l'attendait le vieil homme. Ses petites mains tremblaient visiblement le long de son corps. Il s'arrêta juste devant les genoux de Lorenzo. Lorenzo pencha son buste en avant jusqu'à ce que son visage se trouve à quelques centimètres à peine de celui du garçon. Il le regarda droit dans les yeux, intensément, cherchant la moindre trace de mensonge. Il cherchait la cupidité dont il était convaincu qu'elle résidait en chaque être humain. « C'est toi qui as mis ta veste sur mes jambes ?» demanda directement Lorenzo. Matteo déglutit avec difficulté, sa gorge bougeant visiblement sous l'effort. « Oui, monsieur, c'est moi. »« Pourquoi aurais-tu fait une chose pareille ?» insista Lorenzo. « Je suis un parfait inconnu pour toi. Et en plus, je suis un homme extrêmement riche. J'ai tout un placard rempli de manteaux en fourrure, coûteux à l'étage. Quelle raison aurais-tu de me donner ta veste ?» Matteo baissa un instant les yeux vers ses chaussures usées, puis les releva pour croiser à nouveau le regard de Lorenzo. « Parce que vous aviez l'air d'avoir froid, monsieur, et ma maman dit toujours que quand quelqu'un a froid, on doit lui donner quelque chose de chaud pour se couvrir, même si cette personne est riche. Avoir froid, c'est avoir froid, peu importe qui on est. » Ces mots transpercèrent Lorenzo en plein cœur. Avoir froid, c'est avoir froid, peu importe qui on est. C'était une vérité d'une simplicité remarquable, une vérité que Lorenzo, malgré tous ses milliards, avait oubliée. La richesse ne protège pas de la solitude. L'argent ne réchauffe pas un cœur glacé. Lorenzo tourna la tête vers Rosa. Elle retenait son souffle si fort que sa poitrine ne bougeait plus du tout. « Comment tu t'appelles, jeune homme ?» demanda Lorenzo, et la dureté de sa voix s'adoucit d'un simple souffle. « Je m'appelle Matteo, monsieur. » Lorenzo hocha lentement la tête, pensif. Il baissa les yeux vers l'enveloppe d'argent qu'il tenait toujours, puis jeta un regard vers la porte de la bibliothèque restée grande ouverte. Un nouveau plan commençait à se former dans son esprit. Ce test était loin d'être terminé. En réalité, il ne faisait que commencer. Ce jeune garçon venait de réussir la première étape de l'épreuve, celle qui mesure l'honnêteté et l'intégrité de base. Mais Lorenzo voulait aller plus loin. Il devait découvrir s'il s'agissait d'un simple hasard ou si cet enfant possédait vraiment un cœur en or. Ce que Lorenzo allait découvrir allait bouleverser sa vie, à jamais. Il rangea l'enveloppe épaisse pleine d'argent dans la poche intérieure de sa veste. « Tu as perturbé mon sommeil et tu m'as réveillé » grogna Lorenzo, reprenant son rôle de vieux grincheux. « Je déteste qu'on me réveille. » Rosa laissa échapper un petit sanglot étranglé. « Nous partons tout de suite, monsieur. »« Non, » dit Lorenzo d'un ton tranchant. « Vous n'allez nulle part. »« Nous partons maintenant, monsieur, » répéta Rosa avec désespoir, en attrapant la main de Matteo et en se retournant vers la porte. « Arrêtez-vous tout de suite !» La voix de Lorenzo claqua dans le silence comme un coup de fouet. Rosa se figea net. Elle n'eut pas le courage de faire un pas de plus. Elle se retourna lentement, douloureusement, le visage vidé de toute couleur. « Je ne vous ai pas donné la permission de quitter cette pièce » grogna Lorenzo d'un ton menaçant. Il leva un doigt tremblant et le pointa vers le fauteuil en velours où il s'était reposé quelques instants plus tôt. « Regardez bien » Rosa suivit la direction de son doigt et regarda. Sur le tissu rouge foncé, une petite tache plus sombre marquait l'endroit où la veste humide de Matteo avait reposé. « Mon fauteuil » dit Lorenzo, avec des mots dégoulinant d'une indignation soigneusement jouée. « Ce tissu est en velours italien importé. Il coûte $200 le mètre. Et maintenant, il est trempé. Il est complètement détruit. » « Je vais le sécher immédiatement, monsieur, » balbutia Rosa affolée. « Je vais chercher une serviette tout de suite. L'eau laisse des taches permanentes sur le velours, » mentit Lorenzo effrontément. Il se redressa et se leva en s'aidant de sa canne, se tenant de toute sa hauteur,
imposant et menaçant devant la mère terrorisée. On ne peut pas simplement le sécher et espérer que tout aille bien. Il faut un travail de restauration professionnelle pour le réparer correctement. Cela coûtera 500 $. 500 $. Pour Lorenzo, c'était insignifiant. Pour Rosa, c'était comme 5 millions. Lorenzo les observait tous les deux avec une attention froide et calculatrice. C'était la deuxième phase de son test élaboré. Et cette phase était conçue pour être cruelle. Il voulait observer si la mère allait diriger sa colère et sa frustration contre son propre fils. Il voulait voir si elle allait perdre son sang-froid et crier sur Matteo pour lui avoir fait perdre de l'argent qu'elle n'avait absolument pas. Il voulait vérifier si, sous assez de pression, le lien entre une mère et son enfant allait se fissurer, puis se briser. Allait-elle accuser le garçon? Allait-elle se retourner contre lui pour se protéger? Lorenzo attendait la réponse. Rosa fixait la tache humide sur le tissu, puis leva les yeux pour regarder directement Lorenzo. Des larmes coulaient en torrent sur ses deux joues. « Monsieur Mendoza, je vous en supplie de tout mon cœur », plaida-t-elle désespérément. « Je n'ai pas 500 $ à vous donner. Je n'ai même pas encore reçu mon salaire de ce mois-ci. Je vous en prie, déduisez-les de mes prochains salaires. Je travaillerai ici gratuitement aussi longtemps qu'il le faudra. Mais je vous en supplie, ne faites aucun mal à mon petit garçon. » Les yeux de Lorenzo se plissèrent en fine fente tandis qu'il étudiait sa réaction. Elle n'avait pas accusé l'enfant, elle ne lui avait pas crié dessus, elle ne s'était pas retournée contre son propre fils. Elle avait plutôt offert de se sacrifier elle-même. Elle était prête à travailler sans être payée, juste pour le protéger. C'était une réaction extrêmement rare. Mais Lorenzo n'était pas encore entièrement satisfait. Il lui restait une dernière carte à jouer. Il inclina la tête vers Matteo. « Et toi ?» dit Lorenzo directement au garçon. « C'est toi qui as causé ces dégâts sur ma propriété? Qu'as-tu à dire pour ta défense ?» Ce qui se passa ensuite entrait Lorenzo pour le reste de sa vie. Matteo fit un pas courageux vers le vieil homme intimidant. Il ne pleurait pas et ne montrait aucune larme. Son petit visage affichait une expression de sérieux total. Il glisse une main dans sa poche. « Je n'ai pas 500 $ non plus, » dit Matteo d'une voix douce mais assurée. « Mais j'ai cette chose. » Matteo sortit lentement sa main de sa poche. Il déplia avec soin ses petits doigts pour révéler ce qu'il tenait. Au centre de sa petite paume reposait une voiturette abîmée. Une de ses roues manquait complètement à l'essieu. La peinture était éraflée et écaillée à plusieurs endroits. Elle semblait très vieille et paraîtrait sans aucune valeur pour n'importe qui d'autre. Mais la manière douce et respectueuse avec laquelle Matteo tenait cet objet donnait l'impression qu'il portait un diamant précieux dans ses mains. « C'est Turborico », expliqua Matteo avec une voix pleine d'amour pour le minuscule jouet. « C'est la voiture la plus rapide du monde entier. Elle appartenait à mon papa avant qu'il parte au ciel. Ma maman me l'a donnée après. » Rosa poussa un petit cri de choc et de détresse. « Matteo, non, tu n'as pas besoin de donner ça. »« Ce n'est pas grave, maman, » dit Matteo avec un courage bien au-delà de son jeune âge. Il leva les yeux pour croiser le regard du milliardaire penché sur lui. « Vous pouvez prendre Turborico comme paiement pour la chaise que j'ai abîmée. C'est mon meilleur ami au monde. Mais vous êtes en colère maintenant, et je ne veux pas que vous restiez fâché contre ma maman. » Matteo tendit son petit bras et posa délicatement la voiturette cassée à 3 roues sur la surface de la table en acajou. Il la plaça juste à côté du carnet en cuir qui s'y trouvait déjà. Et ainsi, un garçon de 7 ans offrit tout ce qu'il possédait dans le monde pour protéger sa mère. Lorenzo resta complètement immobile, les yeux fixés sur le minuscule jouet. Il eut soudain l'impression que tout l'air s'était échappé de ses poumons, incapable de respirer. La pièce spacieuse autour de lui semblait soudain se rétrécir et se refermer. Lorenzo pensa à l'épaisse liasse de billets glissés dans la poche de sa veste, des milliers et des milliers de dollars, de l'argent qui ne signifiait rien pour lui. Puis il regarda la petite voiture à 3 roues posée sur la table devant lui. Ce n'était pas un simple jouet, c'était un souvenir de son père disparu, le dernier vestige d'un homme qui ne rentrerait jamais à la maison.
C'était tout ce qui restait à Matteo de la personne qu'il aimait le plus, et il était prêt à le donner pour une chaise qui en réalité n'était même pas cassée. Ce petit garçon se tenait là, prêt à offrir le bien le plus précieux qu'il possédait au monde pour réparer une erreur qu'il avait commise en voulant simplement faire preuve de gentillesse envers quelqu'un. Il renonçait volontairement au seul lien qu'il avait encore avec son père décédé afin de protéger le travail de sa mère et de la garder en sécurité. Et à cet instant, quelque chose se brisa en Lorenzo. Son cœur, resté figé comme un bloc de glace pendant tant d'années, se fendit soudainement avec une douleur vive. La sensation qui suivit fut tranchante et immédiate. Il comprit à cet instant précis une vérité plus brutale que n'importe quelle perte financière qu'il ait jamais subie. Ce petit garçon, qui ne possédait presque rien de valeur matérielle, était en réalité bien plus riche que Lorenzo ne le serait jamais. Lorenzo possédait des millions et des millions de dollars. Il était propriétaire d'hôtels, de navires et de bâtiments qui touchèrent le ciel. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne serait jamais capable de sacrifier son objet préféré pour aider quelqu'un d'autre. Pas pour ses enfants, pas pour ses associés, pour personne. Et pourtant, cet enfant, ce pauvre garçon affamé, sans père, venait de donner tout ce qu'il avait au monde, sans la moindre hésitation. Le silence dans la pièce s'étira encore et encore. Dehors, la pluie continuait de marteler les vitres sans relâche. Lorenzo se pencha et prit la petite voiture de la table. Sa main tremblait visiblement en la soulevant. Ce morceau de plastique sans valeur lui semblait soudain plus lourd que n'importe quoi d'autre. « Toi !» commença Lorenzo, mais sa voix n'était plus le grondement en colère qu'elle avait été. Elle n'était plus qu'un murmure à peine audible. « Tu me donnerais vraiment cette chose précieuse, juste à cause d'une chaise mouillée ? » « Oui, monsieur, je le ferai, » répondit Matteo sans la moindre hésitation. « Vous pensez que ça suffit pour couvrir les frais ? Tu penses que ça suffit ?» La question résonna dans l'esprit de Lorenzo. Ce garçon lui demandait si le souvenir de son père valait $500. Lorenzo ferma les yeux. Ses pensées allèrent vers ses propres fils biologiques, dont il n'avait pratiquement plus de nouvelles. Il ne l'appelait que lorsqu'il voulait qu'il leur achète une nouvelle voiture de sport ou une maison de vacances dans un endroit exotique. Jamais il ne lui avait offert quoi que ce soit venant d'eux. Jamais il ne s'était sacrifié. Jamais il ne s'était soucié de lui. Il ne faisait que prendre et prendre encore. Mais ce garçon, l'enfant d'un inconnu, venait d'offrir à Lorenzo la chose la plus précieuse qu'il possédait. Pas parce qu'il y était obligé, mais parce qu'il voulait protéger quelqu'un qu'il aimait. « Oui », murmura doucement Lorenzo en rouvrant les yeux. Ils étaient maintenant brillants de larmes contenues. « Oui, Matteo, ça suffit largement. En fait, c'est bien plus que suffisant. » Lorenzo laissa son corps s'enfoncer lourdement dans les coussins de son fauteuil. La pièce de théâtre était enfin terminée. Il ne pouvait plus se forcer à jouer le rôle du méchant. Le masque s'était fissuré, les murs s'étaient effondrés. Il se sentait submergé par une immense fatigue. Mais ce n'était pas celle due à l'âge, c'était une fatigue née du poids écrasant de sa propre culpabilité portée pendant tant d'années. Il avait passé des décennies à croire le pire des gens. Et en 10 minutes, un garçon de 7 ans venait de lui prouver qu'il avait eu tort. « Rosa », reprit Lorenzo, sa voix ayant complètement changé. Elle portait désormais le ton d'un vieil homme fatigué, seul, qui avait trop vu de choses dans la vie. « S'il vous plaît, asseyez-vous. »« Monsieur ?» Rosa semblait confuse face à ce changement soudain de ton. « Je vous ai dit de vous asseoir », aboya Lorenzo, puis sa voix s'adoucit. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Arrêtez de me regarder comme si j'allais vous dévorer. » Rosa s'assit avec hésitation sur le bord du canapé, tirant Matteo sur ses genoux. Lorenzo contemplait la voiturette qu'il tenait dans la main. Il fit tourner lentement les roues restantes avec son pouce. Une si petite chose, un si grand sacrifice. « Je dois vous avouer quelque chose, » dit Lorenzo, les yeux fixés au sol. « La chaise n'est pas du tout abîmée. C'est juste de l'eau. Elle sera complètement sèche dans 1 heure. » Rosa laissa échapper un long souffle qu'elle retenait depuis un moment. « Dieu merci !» Et poursuivit Lorenzo en levant les yeux pour croiser leurs regards. « Je ne dormais pas vraiment.
Les yeux de Rosa s'écarquillèrent de stupeur. « Vous ne dormiez pas ?»« Non !» répondit Lorenzo en secouant lentement la tête. « Je faisais semblant depuis le début. J'ai placé cet argent sur la table exprès. Je voulais voir si vous alliez essayer de le voler. Je voulais vous prendre sur le fait. » Rosa serra Matteo encore plus fort contre elle. Son visage montrait clairement sa douleur. « Vous nous testiez, comme si on était des rats de laboratoire dans un labyrinthe ?»« Oui, » admit Lorenzo sans détour. « Je suis un vieil homme aigri, Rosa. J'ai toujours cru que chaque personne était un voleur au fond, que chacun pouvait être acheté au bon prix. » Il leva un doigt tremblant et le pointa vers Matteo. Mais ce garçon, la voix de Lorenzo se brisa sous l'émotion. Il n'a pas pris l'argent, il m'a couvert avec sa veste. Il m'a couvert parce qu'il pensait que j'avais froid. Et ensuite, il m'a offert la voiture de son père. Lorenzo essuya une larme qui avait glissé sur sa joue. Il ne se souciait plus du tout que sa domestique le voie pleurer. Pour la première fois depuis des décennies, il se permettait d'être humain. « Je me suis complètement perdu dans la vie », murmura Lorenzo. « Je possède tout cet argent, et pourtant je suis réellement pauvre. Tu n'as rien du tout, et pourtant tu as élevé un roi. » Lorenzo se leva de son fauteuil. Il marcha lentement vers la cheminée et inspira profondément. Les flammes dansaient devant lui, chaudes et vivantes. Il avait oublié ce que signifiait ressentir de la chaleur. Il se retourna vers eux. « Le test est terminé », annonça Lorenzo. « Et vous l'avez tous les deux réussi. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit l'épaisse enveloppe d'argent. Il s'avança vers Rosa et la lui tendit. « Prenez ceci, dit Lorenzo. » Rosa secoua fermement la tête de gauche à droite. « Non, monsieur, je ne veux pas de votre argent. Je veux seulement travailler honnêtement. Je veux mériter ce que je reçois. Prenez-le, insista Lorenzo d'un ton ferme. Ce n'est pas de la charité que je vous offre. Considérez-le comme une prime. C'est le paiement pour la leçon précieuse que votre fils m'a donnée aujourd'hui. » Rosa hésita un instant. Elle regarda l'argent, puis baissa les yeux vers les chaussures usées de Matteo. Ces mêmes chaussures trouées, celles qu'elle n'avait jamais pu se permettre de remplacer. « S'il vous plaît, dit doucement Lorenzo, achetez-lui un manteau chaud pour l'hiver. Achetez-lui de vraies chaussures neuves. Offrez-vous un lit confortable qui ne vous fait plus mal au dos. Prenez-le. » Rosa tendit la main, tremblante, et accepta l'enveloppe. « Merci, monsieur Mendoza. Merci infiniment. » « Ne me remerciez pas tout de suite, répondit Lorenzo. Puis quelque chose se produisit, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des années. Un petit sourire sincère apparut sur ses lèvres. Un vrai sourire, pas un rictus, pas un masque, un sourire. « J'ai une proposition à te faire, Matteo. » Matteo leva les yeux vers lui, les siens brillants d'espoir. « Pour moi, monsieur ?»« Oui, pour toi, » dit Lorenzo. Il leva la petite voiture. « Je vais garder Turborico. Il m'appartient maintenant. Tu me l'as donné en échange de la chaise. » Le visage de Matteo s'assombrit légèrement de tristesse, mais il hocha la tête en signe d'acceptation. « D'accord. Un marché est un marché. » « Mais, poursuivit Lorenzo, je ne peux pas conduire une voiture à 3 roues. J'ai besoin d'un mécanicien pour m'aider. Quelqu'un pour m'aider à réparer les choses dans cette vieille maison. Quelqu'un pour m'aider à me réparer, moi. » Lorenzo s'agenouilla. Ce fut un effort douloureux pour ses articulations fatiguées, mais il le fit quand même. Il était désormais à la hauteur des yeux de l'enfant de 7 ans. Œil dans l'œil, d'égal à égal. « Matteo, que dirais-tu de venir ici tous les jours après l'école? Tu pourrais t'asseoir ici, dans cette bibliothèque. Tu pourrais faire tes devoirs. Et tu pourrais apprendre à ce vieux grincheux à redevenir gentil. En échange de ton aide, je paierai l'intégralité de tes études jusqu'à l'université. » Il fit une pause. « Est-ce qu'on a un accord ?» Matteo tourna la tête vers sa mère. Rosa pleurait maintenant à chaudes larmes, les mains contre la bouche. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait qu'acquiescer. Matteo regarda à nouveau Lorenzo. Un magnifique sourire édenté illumina son jeune visage. Le genre de sourire qui peut éclairer la pièce la plus sombre. « Marché conclu, » dit Matteo avec joie. Il tendit sa petite main en avant, et à cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Lorenzo Mendoza, le milliardaire qui n'avait jamais fait confiance à personne de toute sa vie,
prit cette petite main dans la sienne et la serra fermement. Une poignée de main entre un géant et un enfant, un accord qui allait changer leur vie à tous les deux, pour toujours. 10 années passèrent. Le manoir Mendoza avait été complètement transformé. Ce n'était plus un lieu sombre et silencieux, rempli d'ombre et de méfiance. Les lourds rideaux restaient désormais toujours ouverts, laissant la lumière du soleil inonder chaque pièce. Le jardin, autrefois envahi par les ronces, débordait maintenant de fleurs colorées. Des rires résonnaient dans les couloirs qui, autrefois, ne connaissaient que le silence. La vie était revenue dans un endroit qui mourait lentement. Par un doux dimanche après-midi, la bibliothèque était remplie de monde. Mais ce n'était ni une fête, ni une célébration. C'était autre chose. C'était un rassemblement formel d'avocats, d'hommes d'affaires et d'un jeune homme nommé Matteo. Matteo avait maintenant 17 ans. Il était devenu grand et élégant, vêtu d'un costume bien taillé. Il se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin où sa mère, Rosa, était occupée à arranger des fleurs fraîches. Rosa n'avait plus cet air épuisé sur le visage. Les cernes avaient disparu. La peur aussi. Elle semblait véritablement heureuse désormais. Elle était devenue directrice de la Fondation Mendoza, supervisant chaque année des millions de dollars versés à des œuvres caritatives. Mais aujourd'hui n'était pas un jour heureux. La pièce était tombée dans un profond silence, car l'avocat lisait à haute voix le testament de M. Lorenzo Mendoza. Lorenzo s'était éteint paisiblement dans son sommeil 3 jours plus tôt. Il avait rendu son dernier souffle assis dans ce même fauteuil bordeaux. Le même fauteuil où le test avait eu lieu 10 ans auparavant. Le même fauteuil où un petit garçon avait un jour posé sa veste sur les jambes d'un inconnu. Les enfants biologiques de Lorenzo étaient également présents dans la pièce. 2 fils et une fille. Ils étaient assis ensemble de l'autre côté de la pièce, visiblement impatients. Ils regardaient sans cesse leur montre. Ils murmuraient entre eux à propos de la vente du manoir et du partage de la fortune. Aucune tristesse sur leur visage, aucun chagrin, aucune peine, seulement de la cupidité. La même cupidité que leur père avait passé sa vie entière à attendre chez les autres. L'avocat, maître Castillo, s'éclaircit la gorge avant de parler. « À mes enfants, lut maître Castillo à partir du document officiel, je lègue les fonds fiduciaires créés pour chacun d'entre vous à votre naissance. Vous ne m'avez jamais rendu visite sans me demander de l'argent. Je suppose donc que l'argent est la seule chose que vous attendez vraiment de moi. Vous avez déjà vos millions. Profitez-en comme bon vous semble. » Les enfants maugréèrent doucement, mais ils semblaient satisfaits de leur part. Ils se levèrent et se préparèrent à partir, montrant peu d'intérêt pour le reste du testament. « Attendez, dit fermement maître Castillo, il reste encore quelque chose à lire. » Les enfants s'arrêtèrent. « Quant au reste de mon patrimoine, y compris toutes mes entreprises, ce manoir, mes investissements et mes économies personnelles, je lègue absolument tout à la seule personne qui m'a donné quelque chose de précieux alors que je n'avais plus rien de valeur en moi. » Les enfants s'immobilisèrent. Ils se retournèrent avec des expressions de confusion sur le visage. « Qui est-ce » demanda l'un des fils avec colère. « Nous sommes sa véritable famille, par le sang. » L'avocat baissa les yeux vers le document et lut la ligne suivante. « Je lègue tout à Matteo. » La pièce explosa immédiatement en cris de colère. Les fils étaient furieux de cette révélation. Ils pointaient Matteo du doigt avec agressivité. « Lui !» crièrent-ils, incrédules. « Le fils de la femme de ménage ! C'est forcément une mauvaise blague. Il a dû manipuler et tromper notre père. » Mais Matteo resta parfaitement immobile. Il ne prononça pas un mot. Il ne se défendit pas. Il ne répliqua pas. Il tenait simplement quelque chose de petit dans sa main, qu'il caressait doucement avec le pouce. L'avocat leva la main pour réclamer le silence dans la pièce. Monsieur Mendoza a laissé une lettre qui explique sa décision. Il a expressément demandé que je la lise à voix haute devant vous tous. Le silence revint. L'avocat déplia avec soin une note manuscrite, les derniers mots que Lorenzo Mendoza adressait au monde. «
à mes enfants et au monde entier. Vous mesurez la richesse d'un homme à l'or qu'il possède et aux biens qu'il détient. Vous croyez que je donne toute ma fortune à Matteo parce que j'ai perdu l'esprit avec l'âge. Mais vous avez totalement tort. Je ne fais que rembourser une dette que je dois. Il y a 10 ans, un samedi après-midi pluvieux, j'étais un mendiant d'âme. J'avais des milliards sur mes comptes en banque, mais j'étais ruiné intérieurement. J'étais glacé de l'intérieur, désespérément seul et complètement vide. Puis un garçon de 7 ans a remarqué que je frissonnais. Il n'a pas vu un puissant milliardaire assis dans ce fauteuil. Il n'a pas vu un homme propriétaire d'hôtels, de navires et d'immeubles. Il a vu un être humain dans le besoin. Et sans hésiter, il a enlevé sa propre veste pour me couvrir. Il a protégé mon argent alors qu'il aurait facilement pu le voler. Il a redressé mon carnet lorsqu'il est tombé. Il a murmuré les mots « Tout est en sécurité maintenant » quand il pensait que personne ne l'entendait. Mais j'écoutais, et ces mots m'ont sauvé. Mais la véritable dette que je dois est née lorsqu'il m'a offert ce qu'il possédait de plus précieux au monde. Une petite voiture cassée à 3 roues, le dernier cadeau de son père décédé. Il me l'a offerte simplement pour sauver sa mère de ma colère. Il m'a donné absolument tout ce qu'il possédait, sans rien attendre en retour. Ce jour-là, il m'a enseigné une vérité profonde que tout mon argent ne pourrait jamais acheter. La poche la plus vide peut parfois contenir le cœur le plus riche. Il m'a sauvé de la mort en vieil homme aigri et plein de haine. Il m'a donné une vraie famille à aimer. Il m'a offert 10 années merveilleuses, remplies de rires, de bruit et d'un amour sincère. Alors aujourd'hui, je lui lègue tout mon argent. C'est en réalité un tout petit échange quand on considère ce qu'il m'a donné. Il m'a rendu mon âme. L'avocat termina la lecture de la lettre. Le silence régna dans la pièce. Il regarda directement Matteo. « Matteo, dit l'avocat, Monsieur Mendoza voulait que vous ayez ceci également. » L'avocat tendit à Matteo une petite boîte recouverte de velours. Matteo l'ouvrit avec précaution, et lorsqu'il vit ce qu'elle contenait, son souffle se coupa. Reposant sur un coussin de soie blanche se trouvait la vieille voiture. Turbo Rico. Lorenzo l'avait gardée précieusement pendant 10 ans. Il l'avait polie jusqu'à ce qu'elle brille. Il avait même engagé un joaillier pour remplacer la roue manquante par une petite pièce en or massif. La voiture à 3 roues avait désormais 4 roues. Elle était complète, tout comme l'homme qu'elle avait sauvé. Matteo sortit délicatement le jouet de son écrin. Les larmes coulaient librement sur son visage. Il ne se souciait absolument pas d'avoir hérité du manoir. Il ne se souciait pas des milliards de dollars. Il ne se souciait pas des gens en colère qui criaient autour de lui. Il s'ennuyait simplement de son ami, de ce vieux grincheux qui s'asseyait à côté de lui et l'aidait à comprendre ses devoirs de mathématiques, de celui qui était devenu sa famille. Matteo traversa la pièce pour rejoindre sa mère Rosa, qui venait de rentrer du jardin. Elle l'enlaça tendrement. « C'était un homme bien, Matteo » murmura-t-elle doucement. « Il l'était vraiment, » répondit Matteo. « Il avait juste besoin que quelqu'un lui donne une veste. » Les enfants, en colère, quittèrent la maison en claquant les portes, jurant haut et fort qu'ils intenteraient un procès et contesteraient le testament. Mais au fond d'eux, ils savaient déjà qu'ils perdraient toute bataille juridique. Le testament avait été rédigé parfaitement, et il était inattaquable. Ils avaient passé leur vie entière à prendre à leur père, et à la fin, ils avaient reçu exactement ce qu'il lui avait donné. Rien de plus. Matteo laissa ses yeux errer dans l'immense bibliothèque. Son regard se posa sur le fauteuil vide. Le fauteuil où tout avait commencé. Il s'en approcha lentement et posa la voiture aux roues dorées sur la petite table d'appoint, juste à côté de la lampe. La même où il avait un jour replacé un carnet tombé au sol. « Tout est en sécurité maintenant », chuchota Matteo. Les mêmes mots, le même endroit, 10 ans plus tard. Mais cette fois, il ne protégeait pas de l'argent ni un carnet. Il honorait une amitié, il disait adieu. Matteo devint un milliardaire d'un tout autre genre. Il ne construisait pas de murs pour éloigner les gens. Il construisait des écoles pour les accueillir. Il n'amassait pas sa richesse dans des coffres.
Il utilisait sa fortune pour réparer ce qui était brisé, exactement comme il avait essayé un jour de réparer cette chaise soi-disant abîmée. Il devint la preuve vivante que la gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande force qui soit. Et chaque fois qu'on lui demandait le secret de son incroyable réussite, Matteo se contentait de sourire, de plonger la main dans sa poche, d'en sortir une vieille voiture avec une roue en or et de dire « Je n'ai pas acheté ma réussite avec de l'argent, je l'ai gagnée grâce à la gentillesse. » Et tout a commencé avec une veste. Voici maintenant la morale de cette histoire. La gentillesse est un investissement qui ne vous décevra jamais. Dans un monde où chacun essaie constamment de prendre pour lui-même, ce sont ceux qui choisissent de donner qui font vraiment la différence. Les preneurs gagnent peut-être des batailles, mais les donneurs gagnent des vies. Lorenzo Mendoza avait plus d'argent que la plupart des gens ne pourraient jamais imaginer. Et pourtant, il est resté pauvre à l'intérieur jusqu'au jour où un jeune enfant lui a montré comment rouvrir son cœur et aimer à nouveau. Ne sous-estimez jamais ce qu'un petit acte de bonté peut accomplir. Une simple veste posée sur des jambes froides, une parole douce prononcée avec bienveillance, un sacrifice désintéressé, offert sans rien attendre en retour. Ces petites choses ont le pouvoir de réchauffer même les cœurs les plus glacés. Quand vous décidez de donner, faites-le sans rien attendre en retour, car c'est là le secret. La vie trouve toujours une façon de vous récompenser d'une manière que l'argent ne pourra jamais égaler. Lorenzo avait tendu un piège pour attraper un voleur, mais il a attrapé un ange à la place. Et cet ange lui a rendu son âme. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un frissonner, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous de Matteo. Souvenez-vous de la veste. Parce qu'avoir froid, c'est avoir froid, peu importe qui vous êtes. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Merci infiniment de votre écoute.